allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la vaccination puisque c'est le grand sujet du moment. Beaucoup de personnes se posent la question si on doit se vacciner, si on ne doit pas se vacciner. Alors je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire, je vais juste vous donner quelques éléments pour que vous puissiez un petit peu avoir une réflexion et essayer en fait de vous en faire votre propre avis, votre propre idée. Alors la vaccination, justement, qu'est-ce qu'il faut en penser? Déjà en fait, il faut commencer à parler de l'immunité. L'immunité, qu'est-ce que c'est? C'est notre organisme et notre environnement qui sont en perpétuelle communication et dans ce dialogue-là, justement, l'organisme va s'adapter en fonction de notre terrain et notre état de vitalité par un système immunitaire. C'est-à-dire qu'on va avoir un système de défense qui va se mettre dans notre corps en fonction de notre environnement, de notre vitalité, qui va pouvoir nous défendre contre les agressions extérieures. Nous avons ce qu'on appelle l'immunité dite innée, donc c'est un capital immunitaire qui est présent chez nous dès la naissance. Ce sont des mécanismes de reconnaissance rapides qui sont mis en place par l'organisme qui vont justement directement identifier des bactéries, des virus qui ne font pas partie de notre corps, du non-soi, et donc du coup qui vont de suite faire une réaction. Les réactions vont se manifester par des réactions biochimiques et physiques, par exemple par la peau, par la muqueuse, par une augmentation de globules blancs, etc. Et vous avez ce qu'on appelle l'immunité acquise, qui elle demande un apprentissage plus lent de l'organisme, puisque le corps va apprendre à identifier et traiter un élément rencontré dans le passé grâce aux lymphocytes B et T. Le principe de la vaccination, c'est que la vaccination, ce n'est pas une immunité innée, c'est une immunité acquise, c'est-à-dire qu'on va provoquer en fait une immunité en nous injectant un virus pour que notre corps puisse apprendre en fait à se défendre contre ce virus. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on vous dit que les personnes qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire qu'ils ont un système immunitaire défaillant ou qui ont des maladies auto-immunes, il vaut mieux pas qu'elles se fassent vacciner parce que ça peut être dangereux pour elles, parce qu'elles ne vont pas avoir une bonne réponse immunitaire, parce que leur organisme, dans les conditions de maladie auto-immune, en fait, leur immunité va s'attaquer contre elles. Et pour les personnes, par exemple, sidaïques, c'est pour ça qu'on ne trouve pas de virus et de vaccin pour le sida, parce que tout simplement... en fait, il n'y a pas de réponse immunitaire. Par contre, on peut se poser la question si justement, quelque part, il n'y a pas de réponse immunitaire ou en fonction de la réponse immunitaire, si ça joue aussi contre nous, est-ce que quelque part, le vaccin n'est pas aussi dangereux? Alors, on va essayer un petit peu de partir de deux approches. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, la médecine moderne est éduquée, on va dire entre guillemets, par l'approche pasteurienne. Qu'est-ce que c'est? En fait, au 19e siècle, il y avait deux scientifiques, Pasteur et Béchamp. Pasteur donc disait que le corps humain est stérile et qu'il devait être protégé de toutes les agressions extérieures, donc il fallait en fait que tout soit aseptisé, qu'il n'y ait pas de bactéries, de virus qui pouvaient être nocifs, etc. Et c'est cette approche aujourd'hui qui influence la médecine, qui fait que quand on est formé pour être médecin, etc., on a cette approche bactérienne où tout doit être pasteurisé. C'est pour ça qu'on a eu l'apparition des antibiotiques, etc., pour tuer en fait tous les microbes et nocifs dans notre organisme. Sauf que Béchamp, lui, à l'opposé, avait une approche où il disait que notre intérieur n'était pas stérile, qu'il était composé en fait de microbes et de bactéries qui vivaient à l'intérieur de nous et qui étaient nécessaires en fait au bon fonctionnement de notre organisme, de notre terrain, etc. Donc il constate en fait un phénomène de pléomorphisme à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, avec l'avancée scientifique, on se rend compte finalement que Béchamp n'avait pas tort, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de microbiote, etc. au niveau du corps. On vous dit déjà que ça peut être aussi notre deuxième cerveau, ou peut-être notre premier, et que tous ces microbes en fait jouent un rôle incontournable dans notre corps, qu'ils ont vraiment une fonction. On a fait en fait des avancées scientifiques comme quoi le microbiote peut avoir des répercussions sur nos humeurs, sur nos maladies, sur notre terrain, etc. et qu'en fait tout ça peut réguler ce qui se passe dans notre corps et que c'est notre première barrière immunitaire. D'ailleurs, à un moment donné, on avait une pub qui passait à la télé pour nous dire les antibiotiques, ce n'est pas automatique, alors qu'à un moment donné, on ne parlait que de ça. Donc ça prouvait bien justement que les antibiotiques tuent toutes ces bactéries qui sont nécessaires à l'intérieur de nous et qui sont utiles dans notre système de défense immunitaire, qui sont utiles en fait pour nous défendre et faire en sorte en fait qu'on garde une bonne santé.
Donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on vous dit que les antibiotiques sont vraiment là en cas si on n'a pas une vitalité assez forte pour se défendre, mais ils ne sont pas automatiques, c'est-à-dire qu'en fait votre corps a un principe d'homéostasie, c'est-à-dire qu'en fait il va se réguler. On a des automatismes de défense qui font que notre corps va savoir tout seul en fait se défendre, etc. Et que la prise d'antibiotiques automatique et systématique, justement, au contraire, va vous affaiblir. Et c'est là où, en fait, où on en vient aux anticorps, puisque vous savez que les anticorps, c'est la réponse de votre système immunitaire, c'est ce qui fait que ça va vous défendre au niveau de votre corps. Il a été démontré par la théorie vaccinale qu'un niveau d'anticorps plus élevé va de pair avec être bien immunisé, c'est-à-dire que plus on a d'anticorps, mieux on est immunisé. Or, c'est totalement faux, parce que les sidéens ont un taux d'anticorps qui est élevé, et pourtant, ils ont un système immunitaire très faible. Il a été d'ailleurs prouvé par le laboratoire Pasteur que des personnes atteintes du Covid ont développé des anticorps entre 13 et 41 jours après le début des symptômes, avec une apparition trop tard des anticorps neutralisants qui permet aux symptômes sévères de s'installer. Donc en fait, la réponse immunitaire a été trop tardive et les symptômes ont pu donc du coup s'aggraver. On peut se poser la question si finalement les anticorps, ils apparaissent pas vraiment en période de convalescence plutôt que lorsqu'on est malade. Est-ce que c'est pas en fait finalement pas plutôt l'apparition de facteurs d'agression plutôt que des facteurs en fait de protection? Donc dans ce cas-là, ça voudrait dire que finalement la vaccination lutterait contre la conséquence et non contre la cause. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a finalement, quand on a un terrain affaibli, c'est-à-dire quand on a une réponse immunitaire qui est faible, quand on est moins bien protégé par son propre corps, par son propre terrain, le terrain c'est tout ce qui vous constitue, etc. Et bien forcément, vous allez avoir des symptômes beaucoup plus graves qui vont être pires que des personnes qui ont une bonne réponse immunitaire. Voilà pourquoi, parce qu'en fait, leur terrain est beaucoup moins affaibli, donc du coup, en fait, ils vont pouvoir se défendre beaucoup plus rapide. Et c'est pour ça, en fait, qu'on vous dit aussi que vous avez des personnes qui ont en fait des cas graves, surtout pour les personnes qui sont atteintes de diabète, d'obésité, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une inflammation dans le corps. À partir du moment où il y a une inflammation dans le corps, c'est-à-dire que vous avez un terrain affaibli, c'est ce qu'on appelle en naturopathie le terrain, et quand on a un terrain affaibli, en fait, c'est propice à l'installation de virus et de bactéries. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, ce qui est important à comprendre, c'est pas tant finalement le vaccin ou pas le vaccin, c'est déjà de savoir en fait se donner la capacité d'avoir un terrain plus sain possible pour pouvoir vous défendre le mieux possible. Voilà. Si vous êtes en bonne santé, si vous évitez de manger des cochonneries, etc. au quotidien, vous allez éviter déjà des maladies métaboliques, mais vous allez éviter aussi toutes sortes d'inflammations, etc. qui va en fait être un terrain propice aux bactéries, aux virus, etc. qui vont plus facilement venir s'installer chez vous que chez votre voisin. C'est pour ça que des fois, dans une famille, il y a des personnes qui vont être atteintes du virus et d'autres non. Et on s'est dit, mais comment ça se fait? Pourtant, on était dans la même pièce. Voilà, ben, c'est comme ça. Ça dépend de votre terrain, ça dépend de vos conflits intérieurs, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, on va parler maintenant de quelques faits historique pour réfléchir en fait sur la vaccination, pour voir si elle a vraiment été efficace ou pas. La Mission mondiale pour la certification de l'éradication de la variole a montré que malgré 90% de la population vaccinée, la variole a été difficile à éradiquer. De plus, on voit au même moment apparaître le VIH, donc le virus du sida. Est-ce qu'il y aurait un lien de causalité? On ne sait pas. La rougeole. Les statistiques de l'INED nous apprennent qu'en France, les décès sont passés de 5000 en 1912 à 1000 en 1940 pour arriver à moins de 10 en 1982. Et les premières campagnes de vaccination ont eu lieu en 1983, qui révèlent sans doute une évolution de l'hygiène et un terrain de meilleure qualité capable de faire face à la maladie, de même pour la tuberculose qui a diminué fortement avant l'introduction du BCG. Donc en fait, ça veut dire que quand le vaccin est apparu, la maladie avait déjà commencé à disparaître, tout simplement par l'amélioration à l'époque de l'état sanitaire. Et l'étude KIX montre que sur un échantillon de 13 000 enfants, ceux qui n'ont pas été vaccinés sont en meilleure santé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on entend parler de l'Angleterre,
Quand on vous dit en Angleterre, ils ont été beaucoup vaccinés, etc. et du coup, le virus commence à s'éteindre, il faut savoir que l'Angleterre, au moment où ils ont été vaccinés aussi, ils ont été confinés beaucoup plus tard que nous. Donc, personne ne sortait. Donc, comme nous, l'année dernière, à la même période, forcément, quand on a été confinés à 100%, ben, le virus est diminué à un moment donné. C'est pour ça qu'après, on a été déconfinés. Et après, quand on a recommencé à déconfiner, ça a recommencé. Donc, voilà, on n'est pas sûr que c'est le vaccin qui, totalement, finalement, a permis de réduire le taux de contamination. Derrière aussi le fait que, voilà, comme ils étaient confinés, ben forcément le taux aussi a diminué. Est-ce que c'est le vaccin? Est-ce que c'est le confinement total? Ça peut être une hypothèse. Alors, quelles sont les conséquences de la vaccination? Donc, il faut savoir qu'on vous dit que même des patients qui ont été vaccinés peuvent être contagieux. Donc, il a été démontré justement que des personnes vaccinées contre la grippe contenaient 6,3 fois plus de particules virales dans l'air que des personnes non grippées, puisqu'elles contiennent justement le virus. Donc, forcément, quand vous parlez, vous avez des particules que vous pouvez faire sortir, etc. Et donc, du coup, vous pouvez être contagieux. La vaccination peut augmenter les allergies. Pourquoi? Parce que certains vaccins intègrent des protéines alimentaires, donc des protéines de blé, des laits d'œufs, des levures, etc., qui en temps normal sont ingérées par un processus enzymatique au niveau de l'estomac, et quand ça passe directement dans le sang, ben forcément on a une réaction immunitaire qui peut vous provoquer des allergies. Vous avez également les vaccins qui suscitent beaucoup de polémiques, puisqu'on a des adjuvants dans les vaccins tels que les sels d'aluminium, le thymérosal, qui provoqueraient des maladies telles que les scléroses en plaques, l'Alzheimer et les troubles neurologiques. Donc ça, en fait, c'est ce qui fait la polémique sur les vaccins. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, on a un nouveau vaccin, un vaccin novateur qui est l'ARN. Alors, je vais un petit peu vous expliquer pour que vous puissiez comprendre la vaccination et quels sont les différents types de vaccins. On a les vaccins vivants atténués. Donc, ce vaccin, par contre, est plus long à produire. Donc là, vous avez l'agent pathogène qui est injecté, qui est toujours vivant, mais il a perdu son pouvoir pathogène. Il intègre donc la cellule pour se multiplier et créer la réponse immunitaire. Vous avez par exemple le vaccin de la poliomyélite, les ROR, rougeole, oreillon, rubéole, le BCG, la varicelle, la fièvre jaune, etc. Et vous avez les vaccins qu'on dit inactivés. Donc on fait souvent des rappels car car la réponse immunitaire n'est pas aussi efficace justement face à un virus mort. Vous avez l'agent infectieux qui a été tué, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, l'agent infectieux qui vous a injecté est tué, il est mort parce qu'il a été mis à la chaleur. Ou vous avez le vaccin à sous-unité ou le vaccin ARN. Donc il s'agit ici d'un fragment biochimique, donc une protéine ou un glucide issu de micro-organismes et purifié par biochimie. On injecte les instructions génétiques pour produire de l'antigène qui imite une infection naturelle. Et aujourd'hui, avec ce vaccin ARN, en fait, on a eu, à cause de la crise sanitaire, un délai pour la fabrication de vaccination qui a été accéléré. C'est-à-dire que normalement, il faut à peu près entre 9 et 12 ans, je crois, pour faire un vaccin. Et aujourd'hui, en même pas un an, on vous a sorti un vaccin, et en plus un vaccin avec une technologie qui est différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Et ce qu'il faut savoir, alors ça c'est des polémiques, on vous dit que non, on vous dit que oui, etc. À vous de vous en faire votre propre avis, moi j'y crois pas trop. Ce vaccin type ARN peut en fait se transmettre dans votre génome, et donc du coup ça peut être héréditaire. En fait, vous pouvez avoir ce vaccin qui va rester dans votre génétique, donc du coup qui va se transmettre aussi dans vos futurs... dans votre descendance. Donc moi honnêtement, ça me plaît pas trop en fait qu'on modifie la génétique, etc., qu'on touche sur ça. Voilà, sachant que ça peut... il y a un médecin qui a dit à la télé, alors je ne sais plus son nom, je vous le mettrai ici, qui disait qu'à un moment donné, quand ça modifie le génome, ça peut être aussi source de maladie, de schizophrénie, etc. Et du coup, en fait, on n'a pas assez de recul sur ce type de vaccin pour savoir vraiment ce que ça va faire. Et je pense que vous ne le saurez pas de suite, vous le saurez plus tard. Et comme en plus de ça, finalement, il n'y a pas en France trop d'études concrètes qui sont faites finalement sur les vaccins, savoir, on vous dit toujours oui, ça peut, mais on vous dit jamais oui, il va y avoir ça ou vous pouvez avoir ça. On vous dit toujours ça peut être une cause, mais on ne sait pas.
Voilà. Quand vous regardez sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, on a un discours modéré. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, on vous dit qu'il peut y avoir des petites problématiques, mais on ne vous dit pas que ça vient du vaccin. On vous dit que ça peut venir, mais voilà. Et là, en fait, les personnes qui se font vacciner, pour moi, ce sont entre guillemets des cobayes. Puisque finalement, ils sont en train, par ce système de passeport vaccinal, etc., où on vous dit ça vous permettra de voyager, etc., ça leur permet tout simplement, à mon avis, d'avoir un échantillon finalement de personnes, d'avoir ces espèces de tests en fait, qui finalement leur coûtent rien, parce que vous avez aujourd'hui des personnes qui se mettent en fait à faire ce vaccin, et ça leur permet d'avoir finalement des tests scientifiques gratuits sur les personnes qui ont commencé, et c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui on a toutes ces données qui sont répertoriées, parce que derrière on verra ce que ça donne et ce que ça donne pas. Et ce qui me fait le plus peur, c'est que je me dis aujourd'hui on le fait d'abord sur des personnes qui sont âgées, parce qu'on vous dit qu'elles sont plus fragiles, etc. Certes, sauf qu'on vous dit que c'est aussi les personnes jeunes qui sont plus portrices aujourd'hui du virus et qui transmettent, donc dans ce cas-là pourquoi on ne les vaccine pas de suite. Et ce que je trouve bizarre, c'est que les personnes beaucoup plus âgées, du coup, forcément, la plupart du temps, elles ont aussi un terrain beaucoup plus affaibli, déjà par leur vieillesse, etc. Parce qu'à un moment donné, le corps ne réagit pas comme quand on est jeune. Et donc, en fait, s'il leur arrive quelque chose de ça, on vous dira tout simplement que parce que elle avait déjà des problématiques de santé, parce que elle était vieille, etc. On ne vous dira pas forcément que ça vient du virus ou quoi. Voilà, donc ça, je trouve ça voilà, un peu limite quoi pour moi. Voilà. Ensuite, la composition des vaccins. Alors, il faut savoir que les vaccins atténués comportent des adjuvants qui sont tout simplement des conservateurs qui vont permettre en fait de conserver le virus et d'augmenter donc la réponse immunitaire. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve d'abord dans un vaccin des antigènes. Donc là, c'est le principe actif du vaccin qui va entraîner une réaction du système immunitaire. Vous avez ensuite les stabilisateurs qui empêchent la dégradation du principe actif. Vous avez les conservateurs qui empêchent la prolifération bactérienne. Vous avez les diluants qui facilitent l'administration du vaccin et vous avez les adjuvants qui stimulent les défenses du système immunitaire pour rendre le vaccin beaucoup plus efficace. Dans les adjuvants, vous pouvez avoir des sels d'aluminium. Dans les diluants, vous pouvez avoir de l'eau ou de la solution saline. Dans les conservateurs, du thymérosal, du phénol, etc. Alors, quels sont les dangers de ces produits chimiques? Il faut savoir déjà que le danger vient de certaines réactions allergiques ou toxiques. Le formaldéhyde, lui, a des effets cancérigènes, neurotoxiques. Le phénol, de nombreuses études montrent que c'est un allergène majeur, qu'il est aussi neurotoxique. L'éthylène glycol, en fait, c'est du phénoxyéthanol. Ce n'est pas un conservateur idéal. L'aluminium est utilisé pour augmenter la réaction du système immunitaire. Il est toxique pour le système nerveux central et occasionne de fortes réactions du système immunitaire. Et d'ailleurs, il serait peut-être à l'origine de la maladie d'Alzheimer. Et le thiomersal est très toxique par inhalation, par ingestion et par contact avec la peau. Et il a un danger avec un effet cumulatif. Donc, autant vous dire que quand on vous l'injecte directement dedans, vous n'avez pas tout ce système de processus enzymatique, etc., ni d'épuration au niveau de votre foie qui va éliminer les toxines. Ça passe directement dans votre sang, alors que normalement, tout votre système digestif est censé aussi vous protéger quand vous avalez des molécules toxiques, etc. Et là, en fait, on vous le met directement dans le corps. Alors certes, on va vous dire que ce sont des doses minimes qui ne sont pas dangereuses pour la santé, mais quand on y réfléchit, on a tous les produits cosmétiques, etc., qui sont faits à base de produits, voilà, où des fois la composition laisse à faire. On a tous les additifs dans l'alimentation. Sachez que dans les paquets de salade, souvent vous retrouvez de l'argent, hein, parce que l'argent, ça permet de conserver. On a aujourd'hui des traînées dans l'atmosphère où on a des avions qui passent et qui déversent sur nos champs, etc., des molécules toxiques. On a voilà, plein de choses qui font que, certes, c'est minime, parce que voilà, on a décrété que tant de pourcentage, c'était pas dangereux. Mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Vous avez aujourd'hui des problématiques comme
que vous n'avez pas trop le temps de vous faire vos propres plats, etc., d'acheter des produits locaux, etc., que vous prenez des produits industriels, mais forcément, vous ingérez tous ces additifs, etc. C'est comme quand on mange beaucoup de pâtes, de blé, etc., on a tout ce glyphosate qui est en fait une molécule chimique et toxique, en fait, qui vous fait du mal, qui est aussi une problématique pour les maladies cœliaques et tout ça. Et en fait, à haute dose, c'est comme tout. Quand on est plus ou moins modéré, quand on arrive à que ça soit vraiment exceptionnel de temps en temps, etc., ça peut passer. Mais quand c'est cumulatif, comme tout, ben, ça commence à devenir dangereux. Et c'est pour ça que imposer autant de vaccins avant l'âge de 3 ans, ça devient aussi problématique parce qu'à un moment donné, l'immunité d'un enfant se finit complètement vraiment qu'à partir de l'âge de 3 ans. Finalement, on ne permet plus à son corps d'avoir cette immunité innée à se développer, etc., qui vont quelque part déjà interférer sur son propre système immunitaire et on va lui dire, bon écoute, arrête de faire ton travail, on te le stimule un peu, enfin on te donne on affaiblit en fait son système immunitaire parce qu'en gros, on le rééduque quoi. Et ça, je trouve ça un peu limite. Et puis honnêtement, vacciner des enfants de moins de 3 ans pour le vaccin de l'hépatite B, je trouve pas ça très logique. C'est là où on en vient au fait que finalement, la vaccination, c'est ce qu'il faut savoir, c'est économique. Voilà. On en vient à la grosse problématique aujourd'hui. Vous savez que tout est régi par les lobbies, tout est régi par les laboratoires, etc. Les docteurs, quand ils vous prescrivent des médicaments et tout, ils ont des contrats avec les laboratoires voilà, pour vendre plus de tel médicament ou un autre, etc. Après, je crois qu'ils ont des cadeaux, je ne sais pas ce qu'ils ont. Et ça, je trouve ça un peu moyen. Bon, sans parler des suppositions, des on-dit, parce que là, je ne suis pas médecin, on ne sait jamais. Il faut savoir que je vais vous prendre quelques articles de l'OMS. Et là, on vous dit, pour le choix des vaccins multidoses, il faut également prendre en compte l'élément coût. Les vaccins fournis en flacon monodose sont plus coûteux que les doses de vaccins tirées d'un flacon multidose. Donc déjà, on commence à vous parler d'argent. Raison économique de ne pas remplacer le thiamérsal dans le doute. Éliminer complètement le thiamérsal des vaccins supposerait soit de faire appel à d'autres agents conservateurs, soit d'utiliser exclusivement des vaccins en format monodose. Exemple de conservateur. Les présentations de remplacement avec d'autres conservateurs ou sans conservateurs entraîneraient des coûts importants pour leur mise au point et leur homologation, ce qui limiterait les possibilités de proposer des vaccins à prix abordables. Donc en fait, en gros, on préfère vous mettre du thiamérsal qui, dans le doute, aurait des problèmes, enfin, même pas dans le doute, hein, parce que c'est reconnu qu'à forte dose, c'est toxique, peut entraîner des problématiques, pour que finalement, on vous dise, mais en fait, vous comprenez, si on fait des vaccins à monodose, etc., sans thiamérsal, franchement, c'est beaucoup plus coûteux, quoi. En plus, on vous dit, pour le thiamérsal, par exemple, l'OMS ne dispose pas de programme de recherche pour évaluer les alternatives à l'utilisation du thiamérsal dans les vaccins compte tenu du manque de preuves scientifiques de l'utilité de telles recherches. Ça vaut pas le coup, franchement, pour quelques gens qui soupçonnent que ça viendrait du vaccin, de faire autant de recherches scientifiques qui coûteraient un bras, de le prouver. Et puis franchement, ça serait pas rentable pour eux. Pour le mercure, par exemple, on vous dit que les femmes enceintes doivent éviter de consommer du poisson à cause du mercure, alors que l'ingestion permet de digérer et d'évacuer quelque part un petit peu ce mercure qui est nocif. Or, quand on vous l'injecte dans un vaccin, ça ne pose pas de problème parce qu'une femme enceinte, elle a le droit de se faire vacciner. En plus, on a de nombreux produits industriels comme les amalgames dentaires, la combustion de charbon, les batteries, les cosmétiques et les peintures au latex qui contiennent du mercure. Et pour les dangers de l'aluminium, enfin, des interrogations sur le caractère inoffensif de l'aluminium des vaccins ont été maintes fois soulevées durant ces 15 dernières années. Mais compte tenu des données disponibles à ce jour à l'échelle internationale, l'innocuité des sels d'aluminium contenus dans les vaccins ne peut être remise en cause. Des études issues essentiellement d'une seule équipe dans le monde ont été investiguées, le lien entre la lésion au site d'injection contenant de l'aluminium dénommé... voilà. Donc en fait, on vous dit que les études n'ont pas vraiment permis de démontrer, on ne sait pas trop. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que quand on vous injecte un vaccin,
certes, il y a des vaccins, je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, il y a des vaccins qui sont... Mais tous les vaccins ne sont pas au même niveau. Vous voyez qu'il y a différents types de vaccins, il y a différents adjuvants selon les vaccins, etc. Mais à un moment donné, je pense que faire des multidoses où vous avez 4-5 vaccins d'un coup pour un problématique de coût, enfin moi ça me pose quelque part un petit peu problème quoi. Voilà. Il faut savoir aussi que pour la grippe, le virus change tous les ans. Donc du coup, on vous réadapte le virus de la grippe tous les ans. Et les personnes qui ont eu le vaccin, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas attraper la grippe, ça veut dire qu'elle sera moins forte. Ben, c'est pareil aussi pour le Covid. Le Covid, on vous dit que d'avoir le vaccin, ça ne vous empêchera pas forcément d'attraper, ça vous empêchera juste de développer des formes sévères. Et ce qu'il faut savoir justement, c'est que là, on en revient au terrain, c'est-à-dire que si vous avez déjà à la base un bon terrain, vous n'avez pas de problématiques métaboliques, etc., de problèmes de surpoids, etc., vous avez très peu de chances de développer une forme grave du virus. Par contre, on ne sait pas encore quels sont les effets de ce vaccin, parce qu'on n'a pas encore assez de recul. Et en plus de ça, on ne sait pas combien de temps l'immunité dure. Donc peut-être que vous allez vous faire vacciner et peut-être que finalement dans 6 mois, il va falloir refaire vacciner parce que vous ne serez plus immunisé. Et dans 6 mois, vous allez attraper le virus. Alors vous dire, mais attends, pourtant je me suis fait vacciner. En fait, on ne sait pas aujourd'hui vous dire, ben, ça vous immunise pendant tant de temps, il faudra le refaire dans tant de temps. On ne sait pas. Voilà. On vous fait 2 doses, mais on ne sait pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi aujourd'hui, je trouve que c'est quand même assez flou, on n'a pas assez de recul. Voilà, il y a beaucoup de polémiques aussi sur les vaccins, donc après voilà, il y a des choses à prendre, à laisser. Il y a aussi les problématiques de chacun individuel à prendre en compte, votre état de santé, votre vitalité, etc. Savoir si vous êtes voilà, propice à cela ou pas. Et voilà, je pense qu'il y a à en prendre, à laisser. Il y a vraiment une réflexion aujourd'hui sur ça, vraiment à vous faire en fait. Et moi, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est pas ne pas vous vacciner ou vaccinez-vous, c'est à vous de prendre vos propres décisions, mais d'essayer un petit peu de réfléchir et de voir en fonction de vous. Parce que tout le monde est différent, tout le monde est singulier, tout le monde a un état de santé différent, tout le monde vit dans un environnement différent qui fait que ça peut être plus ou moins dangereux pour vous. Donc dans ce cas-là, ne prenez pas de risque, vaccinez-vous. Maintenant, voilà, sinon, ce que vous pouvez faire également, et ça même si vous vous êtes fait vacciner, c'est de prendre vraiment soin de votre terrain, de votre immunité. Pourquoi ne pas réagir en amont? Voilà. Aujourd'hui, on se rend compte justement que toutes ces personnes-là ont des formes sévères ou décèdent parce que finalement, elles n'ont pas une vitalité assez forte. Donc aujourd'hui, c'est de réfléchir et de vous dire, en fait, finalement, il faut que je prenne du recul. Aujourd'hui, il faut vraiment que je travaille sur la cause de ma santé, de tout ce qui me crée ces petits problèmes. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que quelque part, ça nous fait réfléchir aussi sur notre état de santé, sur ce qu'on fait au quotidien pour aller bien, sur prendre soin. Voilà, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Aujourd'hui, on est dans une crise sanitaire qui fait qu'en fait, on est obligé de guérir. Voilà. Et on n'a pas prévenu forcément tout ça. Si demain, vous essayez de vous renforcer au niveau de votre vitalité, au niveau de votre système immunitaire, etc., de faire en sorte que vous soyez dans les meilleures conditions possibles, ben, vous verrez que vous supporterez beaucoup plus. Vous serez peut-être moins malade ou alors vous aurez un système immunitaire qui va vraiment mieux vous défendre. Et ce qu'il faut surtout faire attention, c'est ne pas prendre à la lettre et mot pour mot tout ce qu'on peut vous dire dans le marketing, à la télé, dans les médias, même dans les pharmacies, etc. Pourquoi ? Parce que tout est régi aujourd'hui par l'argent. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le livre de la mafia médicale. Je vous mettrai la photo juste ici. Tout est régi par l'argent. En fait, aujourd'hui, les laboratoires sont le numéro 1. En fait, c'est eux vraiment qui régissent tout. Et à partir du moment où on touche à la santé et au portefeuille des gens, on contrôle tout. Voilà. On contrôle tout, on leur fait peur et là, on est capable de leur faire n'importe quoi. Pas ça aujourd'hui. Je trouve pas ça normal aujourd'hui qu'on parle de passeport vaccinal où finalement, en fait, les personnes qui se seraient vaccinées auront le droit de faire ça, de faire ça, de faire ça. Moi, je trouve que quelque part, c'est une espèce de propagande et de dictature déguisée.
parce que finalement on en vient où, alors pour n'importe quoi, on va dans la rue, voilà, on revendique et tout, et là en fait plus personne dit rien. Pourquoi? Parce qu'en fait on touche aux sous-sous et on touche à la santé, donc on fait peur aux gens. Et à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles, je pense, parce que voilà, on n'est pas, enfin, je pense qu'on n'est pas tous des idiots. Alors certes, vous allez me dire, ouais, mais en fait, il faut protéger les autres, il faut protéger les uns les autres. Déjà, commencez tous à porter le masque comme il faut, arrêtez de le porter sous le nez, parce que ça me gave quand je vois ça. Voilà, sans compter que d'un coup on a le masque et puis d'un coup on se met à manger ou à boire quelque chose, on est à 30 cm de la personne, quand on enlève le masque on recule pas, alors que normalement on est censé être à 1 mètre de distance, donc il y a des incohérences des fois. Et déjà pour commencer finalement à penser à l'autre, à penser à faire en sorte de le protéger, commencez déjà vous à travailler sur votre immunité, à vous renforcer pour éviter en fait d'avoir n'importe quel virus qui va vous affecter pour finalement le retransmettre. Parce que la grippe, c'est pareil. Quand on est en période de grippe, ben, tout le monde se transmet la grippe et on n'en fait pas tout un foin. Pourquoi? Parce que on ne parle pas autant de ce qui s'est passé ces derniers temps, certes, parce que ça a été mondial. Mais c'est pareil. Qui vous dit que demain, vous n'allez pas avoir un autre virus qui va venir? Donc vraiment, voilà, essayez de travailler sur votre propre santé, parce qu'en travaillant aussi sur vous, ben, vous allez travailler pour protéger les autres, parce qu'on travaille sur son immunité. Donc essayez un petit peu de prendre le pour et le contre, de peser, et un petit peu de réfléchir, et de pas pour prendre tout argent comptant ce qu'on vous dit, parce que derrière, il y a aussi voilà, des choses qui font que certes, il y a une crise sanitaire, mais il y a aussi des enjeux économiques, donc aussi il y a à prendre et à laisser, et ne pas être pris pour des andouilles non plus, pour tout et pour n'importe quoi. Donc, vous êtes vraiment responsable de vous-même, de ce qui va se passer, de vos actes. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Simplement, voilà, ayez le plus de réflexion possible, et en fait, comme ça, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. On est tous informés aujourd'hui. Après, il y a des choses qu'on ne va pas forcément tout dire, parce qu'après, c'est politique, économique et social. Mais je pense aujourd'hui, comme tout, en fait, qu'il faut avoir quand même un peu de recul, être modéré. Après, on verra ce qu'il en vient. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.